C'est un sujet sensible qui sera débattu ce vendredi en conseil municipal à Nantes, puis en conseil communautaire quelques jours plus tard. La vidéoprotection va s'étendre. Johanna Roland a dévoilé ce lundi soir les modalités du futur dispositif. Jean-Michel Naga. Jean-Marc Ayrault s'y était toujours refusé. Johanna Roland va le faire. Elle s'y était engagée. Dans un an, en octobre 2018, une centaine de caméras de vidéoprotection entreront donc en fonction à Nantes, dans 12 secteurs de la ville. On n'est pas une ville qui ne mettons que la vidéoprotection en centre-ville, comme le font certaines villes. Nous la mettons, nous, en centre-ville et dans les quartiers. Parce que, je veux dire, la protection, ce n'est pas que par rapport à la délinquance d'appropriation du centre-ville, c'est tout ce qui peut concerner les problèmes récurrents que l'on a dans certains quartiers. 97 caméras à Nantes, mais aussi 13 à Rezé, 7 à Vertou, auxquelles s'ajoutent les 22 caméras de Saint-Herblain en fonction depuis plusieurs années déjà. Elles fonctionneront 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et les images pourront être transmises à la police en temps réel. 4 communes donc feront partie du dispositif dans un premier temps, seulement 4 communes sur les 24 que compte l'agglomération. Certains ne sont pas forcément sur le 24 heures sur 24 par exemple. C'est aussi des débats qui dans certaines équipes ne sont pas mûrs. J'ai des maires qui me disent « moi je veux le faire mais je sens qu'il y a encore besoin d'échanger ». Je crois que sur ces sujets il faut prendre les choses avec beaucoup de sang-froid et c'est important aussi de laisser chaque commune aller à son rythme. Le dispositif sera géré par Nantes Métropole et surveillé de près par un comité d'éthique dans lequel siégeront notamment les associations de défense des droits et libertés. En 2022, le stade de la Beaujoire aura laissé place au Yellow Park, mais le projet inquiète les commerçants ambulants. Une association s'est créée pour défendre les fameuses friteries qui pourraient être forcées de s'éloigner du nouveau stade, comme à Bordeaux, ou de tout simplement disparaître. Jean Annex. Que l'on soit américain steak frites ou kebab, le sandwich d'avant-match servi à la friterie est un rituel pour beaucoup de supporters. Mais pour combien de temps encore? Les commerçants non associés au projet de nouveau stade s'interrogent, comme Marie et son époux installés depuis 10 ans sur le parvis de la Beaujoire. Il y a forcément de l'inquiétude dans la mesure où on a été mis au courant vraiment à la dernière minute. Tel que c'est, on serait amené partiellement à disparaître, voire même carrément complètement, quoi. On a peur de ne plus faire partie de l'environnement du stade quand il y avait des matchs le soir, quoi. Même inquiétude pour Youssef. Les soirées à la Beaujoire représentent 100% de son activité. Comme tous les commerçants, il investit par saison entre 10 et 15 000 euros, sans compter le loyer de l'emplacement, 200 euros par soir. Et à chaque match, Youssef fait travailler jusqu'à 6 personnes. On aimerait bien savoir qu'est-ce qu'on va devenir quand même. On est quand même concerné par nos emplacements. Pour information, ça fait 15 ans qu'on a attendu une place. Moi, ça fait 4 ans que je suis rentré. J'aimerais bien pouvoir encore rester quelques années, quoi. Forcément, plus tard, si le stade devient complètement privé, forcément, le nouveau investisseur, il est amené de nous mettre autre part ou faire des appels d'offres et on pourra être confronté à des grosses enseignes. On sera forcément amené à disparaître, qu'on le veuille ou non, quoi. Par la voix de leur association, les 19 commerçants ont contacté la mairie. Elle se dit à l'écoute, mais pour l'instant, pas de réunion prévue. Face au flou général, les commerçants espèrent mobiliser le public de la Beaujoire. Dans le vignoble, le lycée privé de Gorges s'est équipé l'an passé d'un auditorium de 350 places. L'établissement lance cette année sa toute première saison culturelle, ouverte à tout public. Benoît Balti. Préparation de la scène, installation de la lumière et test son, rien n'est laissé au hasard puisque ce soir on attend l'humoriste Anne Roumanoff. C'est elle qui ouvre la saison culturelle de la Stelia Auditorium. La particularité de cette salle de spectacle, c'est qu'elle se trouve dans un lycée. C'est un pari un peu fou parce que c'est pas naturel de pouvoir installer un théâtre au sein d'un lycée. Mais la mission de notre établissement, c'est d'être au service de son territoire. Donc pouvoir proposer des offres différentes à notre public, aux parents, aux élèves, mais aussi à tous les habitants du vignoble nantais. Et c'est en inaugurant cet équipement de 350 places en 2016 que l'idée a germé dans l'esprit de l'équipe du lycée privé Charles Péguy. Ne pas limiter cet auditorium à des fins pédagogiques, mais en profiter pour proposer une véritable saison culturelle, tournée vers l'extérieur sans oublier l'élève.
Donc ça c'est vraiment intéressant parce que ce qu'on va essayer de faire, c'est justement en fonction des dates, créer de l'action culturelle, créer des rencontres artistiques, créer des bords de scène. Les registres sont variés, théâtre, chant, danse, humour ou conférences. Entre têtes d'affiches ou pépites à découvrir, une dizaine de dates est programmée pour 2017-2018. Une première saison entièrement financée sur les fonds propres du lycée. En coût de fonctionnement, on oscille entre 450 000 et 500 000 euros selon les saisons. On fera le bilan après la première saison. Nous maîtrisons aujourd'hui relativement bien les coûts et c'est un choix réel de notre conseil d'administration et de l'établissement de s'engager vers cela. Et la première a été un succès puisque le spectacle d'Anne Roumanoff s'est joué à guichet fermé. Pour retrouver plus d'informations sur le reste de la programmation, vous pouvez consulter le www.charlespeggy.net. Il souhaitait vivre au moins une expérience à l'étranger dans sa carrière. Ce sera pour 2020. Le pivot du HBC Nantes, Nicolas Tourna, vient de signer à Kielce, en Pologne, pour 3 saisons. Un club qui pointe dans le top 5 européen. C'est une première au niveau départemental, bien évidemment, mais c'est aussi une première au niveau national. Et comme je ne suis plus à le dire ce matin, c'est une première au niveau mondial, puisque la profession d'assistante maternelle n'existe qu'en France. Nous voulions rendre hommage aux assistantes maternelles, leur montrer qu'elles sont importantes, que même si leur métier peut être ingrat, si elles sont souvent seules chez elles, leur montrer que pour la caisse d'allocation familiale, c'est un acteur majeur de la petite enfance. Et donc leur permettre de se retrouver, d'avoir des apports théoriques et pratiques, et leur montrer qu'elles sont importantes. Le message qu'on a voulu faire passer, c'est un message d'abord de reconnaissance, parce qu'on se rend compte que c'est un métier, l'assistante maternelle n'est pas reconnue à la hauteur de son application économique et éducative. Or, dans la presse, on entend plus souvent parler des crèches collectives, des haltes garderies, voire des maisons d'assistantes maternelles, mais pas des assistantes maternelles elles-mêmes. Et pour que les assistantes maternelles elles-mêmes prennent conscience de cette force qu'elles représentent. Et là, le deuxième objectif, c'est bien sûr l'enrichissement par des échanges avec les intervenants et par les échanges qu'elles peuvent avoir entre elles. C'est pas un métier comme les autres, on l'apprend. Alors il y a une formation dispensée par le conseil départemental qui est de 60 heures, mais vous imaginez bien que la plupart de ce qu'on fait avec les enfants, on l'a trouvé dans sa propre expérience personnelle, dans sa formation personnelle. Et donc effectivement, le fait de se retrouver, d'être ensemble, leur permet de s'enrichir. Donc il y a un peu plus de 13 000 assistantes maternelles qui ont un agrément. Il y en a 10 800 qui sont en activité. Et qui accueillent en moyenne à peu près 3 enfants en moyenne, puisque certaines peuvent monter jusqu'à 4, d'autres un peu moins. Donc ce qui fait qu'elles accueillent un peu plus de 30 000 enfants. C'est le premier mode de garde de département. Elles accueillent 70% des enfants du département. Là, il y a certainement un retard et un déficit d'implication des hommes dans la profession, puisque à l'heure actuelle, il n'y a que 1%, dans le département, il n'y a que 1% d'hommes au niveau de la profession. On n'a pas fait d'analyse spécifique, mais on peut penser que c'est lié tout simplement à la société en général, qui privilégie toujours le travail masculin en priorité par rapport au travail féminin. Et on ne peut que le regretter, bien évidemment.